Et mon invité est assez exceptionnel. C'est la première Mista Revet, c'est-à-dire l'infiltrée, la femme infiltrée dans les forces spéciales israéliennes, la police des frontières, ce qu'on en appelle les Yamas. Shir Peled, bonjour, merci d'être avec nous. C'est votre, on dit en français, un playground. C'est là que vous avez officié pendant entre 2002 et 2006, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord ce que vous ressentez quand vous regardez tout autour de vous? Tout d'abord, vous saviez exactement où m'emmener, parce que je n'avais pas été ici depuis que j'ai quitté les forces de sécurité. Ça m'évoque beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Ça fait du bien de revenir. Aucune pression, aucun sentiment de... Il n'y a pas le ventre qui se noue? C'est peut-être bizarre, mais je me sens ici à la maison. C'est comme si vous reveniez dans le quartier où vous aviez grandi étant jeune. Et puis d'un coup, l'adrénaline remonte. Mais franchement, c'est très agréable de revenir ici. Alors racontez-nous votre parcours. C'est quoi être la première femme, Mista Revet, de l'histoire finalement de la police des frontières, cette unité très spéciale? Écoute, ça veut dire beaucoup, au-delà du fait que cela signifie d'être constamment sur le terrain, d'être une femme Mista Revet sur le terrain. Parce que déjà être une femme dans cette unité, c'est déjà très compliqué. À partir du moment, c'est quelque chose de nouveau. La relation est d'autant plus complexe avec les hommes, surtout dans une société très macho. Je peux dire que la guerre que j'ai menée était sur le terrain, mais également pour me faire une place dans l'unité. Comment tout a commencé? J'ai grandi à Jérusalem. Je peux dire que la deuxième intifada et un attentat en particulier où j'ai failli mourir m'ont fait subitement changer d'avis. Je me suis donc engagée à l'armée et j'ai décidé d'intégrer une unité combattante. Il y a 15 ans, il n'y avait quasiment aucune possibilité de le faire. Les gardes-frontières étaient alors la seule option pour moi et je me suis portée volontaire pour intégrer cette unité. Il y a un monde entre être combattante et être Mista Revet. C'est deux mondes complètement différents. Et c'est ça qui est beau. Ils nous ont remarqué depuis les classes, à cause de la deuxième intifada. Les commandants de l'unité ont décidé de changer de stratégie et de moderniser le modus operandi. C'est la raison pour laquelle ils nous ont extraits des classes. Ce n'est qu'à partir de la formation au cœur de l'unité que j'ai compris la différence entre être une fille garde-frontière avec tout l'attirail et l'effet de dissuasion et le fait de maîtriser l'effet de surprise et de l'appliquer au sein de l'unité. Ça veut dire quoi être Mista Revet concrètement au quotidien? Ça veut dire beaucoup, cela signifie avoir une vie qui sort de l'ordinaire, cela veut dire vivre le terrain, être sur le terrain, connaître la culture de l'autre, être créative tout le temps, ne jamais se reposer une seule seconde, c'est vivre la vie de multiples façons différentes. Vous aviez même pas l'arabe à l'époque, vous ne saviez même pas parler arabe. Oui, c'est vrai, on ne nous a pas appris à parler arabe. Tout était vraiment secret. Parce que vous le savez, personne ne va avoir de doute sur une femme. Sachant qu'il est déjà très dur, les officiers l'avaient tenu secret pour éviter que des indices puissent laisser penser qu'il y avait des femmes dans l'unité. Et je peux vous dire que quasiment personne ne nous a suspectés. Mais oui, il faut bien travailler pour arriver à ce niveau. C'est-à-dire? Bien travailler, il faut s'adapter au terrain. Comme je l'ai déjà dit, c'est être capable de se fondre complètement dans la masse, ressembler aux gens qui vous entourent dans le village, comme des figurants dans un film, connaître parfaitement leur culture. On ne se sert pas uniquement de la langue pour communiquer, c'est tout savoir, c'est choisir un personnage, ça va au-delà des habits, du déguisement. C'est maîtriser le langage corporel, les expressions du visage. C'est de marcher dans la rue sans regarder les gens dans les yeux. C'est beaucoup de choses qu'on apprend au cours de la formation pour arriver sur le terrain. Alors votre rôle, vous étiez effectivement, il y a trois unités dans Yamas, dans la police des frontières. Il y a celle de Jérusalem, celle des territoires, il y a celle de Gaza. Vous aviez commencé à Jérusalem et vous avez terminé dans les territoires, notamment dans la région de Hébron. Vous avez fait des opérations ou pas? Vous avez arrêté des gens? Vous êtes même allé plus loin?
J'ai toujours appartenu à la division de Jérusalem, les Mistara Avim. Pourquoi vous chuchotez? Ça m'arrive, oui, je commence à parler de ça et je chuchote. Au départ, c'était pire, mais ça va de mieux en mieux. Donc je disais que j'appartenais à la division de Jérusalem. Je n'ai pas opéré dans les territoires, ni à Gaza, même si dans le cadre de mes fonctions, nous avons été emmenés à opérer dans la zone de Hebron. Quelle était déjà la suite de la question? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, donc tout ce qui a trait à l'infiltration et le type d'opération des Mistar Evim qui vont avec. Lorsque je suis restée la seule femme dans l'unité, j'ai commencé aussi à sortir avec les unités sur le terrain et procéder à des arrestations complexes, tant en treillis qu'en civil. Une question qui va vous paraître peut-être un peu macho, mais comment on fait quand on est une femme et qu'on porte une djellaba pour sortir son arme? En dehors des djellabas, il est important de dire que chaque région ou opération a sa propre tenue. Il est évident que j'étais rentrée dans la peau de plusieurs personnages. Et pour chaque déguisement, j'étais obligée d'arranger un système pour y placer mon arme. Et je m'entraînais au stand de tir avec ces habits de telle manière à extraire mon arme le plus rapidement et viser surtout très juste une fois sur le terrain. Que ce soit quand on est opérationnel ou en formation, pas un seul jour ne se passe sans qu'on s'entraîne pour être prêt tout le temps. S'il y a une histoire que vous devez retenir dans toute votre carrière, ça serait laquelle? Il y a une histoire que je raconte assez souvent dans mes conférences sur le sujet, pas parce que je veux être perçue comme une héroïne, mais que l'on comprenne mon histoire via l'une des opérations que j'ai vécues. Il était clair que je savais bien m'entraîner, mais il y avait toujours des doutes sur ma capacité à savoir opérer sur le terrain au moment de vérité, sur le fait que les femmes ne sauraient pas agir le moment venu comme les autres combattants, au moment où on crie « opération ». Et donc, je me souviens, c'était une vaste opération à Hebron. Nous étions sur le point d'arrêter 4 personnes recherchées et armés. Il y avait des hélicoptères dans les airs, beaucoup de forces au sol, des jeeps de l'armée prêts à intervenir. C'était une mission conjointe avec l'armée. Ce jour-là, mon partenaire jouait le rôle de mon mari. Nous nous sommes mis en position. Une fois que nous avions visité les moindres recoins du village, je me souviens de ce chemin qui dirigeait vers le restaurant. Nous étions positionnés sur le côté. Nous devions surveiller les lieux pour voir si personne ne prenait la fuite. Les personnes recherchées étaient déjà dans le restaurant. On les a pris sur le fait. Une première force est alors intervenue avec les armes à la main pour procéder à l'arrestation. Les hélicoptères étaient proches de nous. Les jeeps de l'armée étaient entrés dans le village. Mon partenaire et moi-même avons commencé à marcher, à aller en direction du restaurant. Et il était évident que personne aux alentours ne savait qui nous étions. Je me disais à ce moment-là que j'allais monter dans la voiture et que l'opération était terminée. Mais c'est à ce moment que l'un des suspects prend la fuite en courant dans notre direction, une arme à la main. Nous savions que c'était à nous de l'arrêter. Et même si ça donne l'impression que je marchais calmement dans le village, mon oreillette n'arrêtait pas de siffler. Je recevais beaucoup d'ordres en même temps. Et je pensais à beaucoup de choses. Je devais savoir où étaient les autres policiers et en même temps me concentrer pour bloquer cet homme déterminé et armé. Mon partenaire, lui, a alors donné un coup d'épaule et l'homme est tombé. Mais il était tellement plein d'adrénaline qu'il a essayé de se relever et prendre la fuite. J'ai sorti mon revolver et lui ai mis sur la tempe. Comment il vous a regardé? C'était quoi son premier regard? C'était en plein cœur du village, la première fois qu'il voit une femme arabe religieuse et qu'il lui met une arme sur la tempe. Il était en état de choc. Il était totalement tétanisé. Il aurait d'ailleurs pu ouvrir le feu et me tirer dessus puisque nous étions très proches l'un de l'autre. Mais l'effet de surprise a réussi et il n'a pas réagi. C'était donc une opération très importante pour moi puisque j'ai réussi à opérer dans un moment de vérité avec tous les doutes qu'il y avait sur mes capacités. Je pense aussi que le regard de mes partenaires a changé à mon égard. Fauda? Quelques années plus tard, il y a une série qui s'appelle Fauda. Ça vous inspire quoi? Je n'avais pas parlé de mes années de service depuis que j'avais raccroché, il y a un peu moins de 15 ans. Il y a même des gens de ma famille proche qui ne savaient pas ce que j'avais fait. Mes amis non plus. Presque personne en fait. Un jour, je rentre chez moi après une journée de travail, j'allume la télévision et soudain, je me vois. Il faut savoir qu'avant que la série ne voie le jour, on ne parlait pas, ou très peu des unités de Mistar Avim, et encore moins des femmes qui servent dans l'unité. J'ai commencé à avoir des flashbacks, des souvenirs sont remontés à la surface.
Vous avez dit c'est moi? Oui, exactement. Vous savez, j'ai vu la scène où il se préparait pour une opération. Il est vrai que Fauda, c'est aussi très hollywoodien et qu'elle mélange beaucoup d'unités à la fois. Mais elle est tellement authentique dans certains domaines que seules les personnes qui ont servi dans l'unité peuvent comprendre les petites blagues entre les Mista Aravim, les nuances, les relations entre nous. C'est très authentique. C'était comme recevoir un coup de poing au ventre que de voir cette série. Je dis même que Fauda, pour moi, c'est comme un soin psychologique. C'est très fort. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que vous me disiez avant de préparer cette émission que vous êtes aujourd'hui styliste. Et le fait même de passer d'un monde où on est sans arrêt en train de se déguiser à un monde de stylisme, c'est peut-être presque l'étape d'après. C'était presque naturel pour vous. Oui, oui, c'est vrai. C'est comme ces officiers supérieurs de l'armée qui continuent dans leur domaine, dans le civil. C'est pareil pour moi. J'étais une sorte de styliste dans l'unité. Je le suis aussi aujourd'hui. Mais je travaille dans le monde de la mode, dans un état d'esprit de création de personnages. C'est comme si j'avais continué à être une Mista Revet. C'est fascinant. Savoir créer un personnage authentique, c'est ce que je savais faire en tant que styliste. Je crée des histoires, comme celles que je crée pour les besoins du terrain. Savoir être fidèle au personnage qu'on veut créer, c'est exactement ce que je faisais dans mon unité. Dernière question, ou deux peut-être, vous avez un enfant? Oui, j'ai un enfant, il est au CP. Qui est au CP, donc ça veut dire qu'il a 5 ans, dans 13 ans il va avoir 18 ans. S'il vous dit maman je veux être Yamas, vous lui dites quoi? Avec plaisir. J'espère que d'ici là je ne serai pas une mère juive qui le surprotège. Je ne vois pas d'ici là pourquoi il ne serait pas un Mista Arev. Merci beaucoup, chère Peled. Merci beaucoup.